L'aéroport Charles de Gaulle était en effervescence en ce mercredi soir de printemps. Les halls résonnaient du bruit des roulettes de valises, des annonces dans toutes les langues et des voix étouffées par les masques sanitaires que la plupart portaient encore machinalement. Des familles se retrouvaient, des couples se séparaient, des voyageurs d'affaires pianotaient nerveusement sur leur téléphone, tandis que d'autres somnolaient sur des sièges en métal froid. Les néons du plafond diffusaient une lumière blanche et crue qui accentuait les traits fatigués des visages. Malgré la foule, tout semblait fonctionner dans une routine millimétrée, presque chorégraphiée. Frédéric Delis, la quarantaine, silhouette athlétique et regard dur, avançait d'un pas mesuré. Son uniforme impeccable, son gilet pare-balles ajusté et sa radio grésillante à la ceinture lui donnaient une allure autoritaire, renforcée par la présence à ses côtés de Max, un berger allemand au pelage lustré, au regard vif, formé pour repérer le moindre indice de danger. Max n'était pas un simple chien policier, c'était un partenaire de confiance, aguerri par des années de missions délicates. Ils formaient un duo redoutablement efficace, connu et respecté dans les couloirs de l'aéroport. Chaque soir, Frédéric patrouillait ainsi, scrutant les visages, les gestes, les tensions invisibles. Il connaissait les signes d'un comportement suspect. L'hésitation, le regard fuyant, les mains tremblantes, les pas précipités. Mais ce soir-là, tout semblait calme, presque trop calme. Il ne faisait pas particulièrement attention à l'agitation des passagers habitués à ce vacarme incessant. Pourtant, dans le tumulte ambiant, quelque chose allait déraper. Max s'arrêta net, comme figé dans le temps. Son museau se tendit légèrement vers l'avant, ses oreilles se dressèrent d'un seul coup et un grondement sourd monta de sa gorge. Ce n'était pas une réaction anodine. Frédéric le savait. Quand Max grognait ainsi, c'est qu'il avait détecté quelque chose de sérieux. L'instant d'après, le berger allemand se mit à aboyer avec une intensité féroce, le regard rivé vers une cible bien précise. Frédéric tourna les yeux dans la direction du chien et la vit. Une femme, la trentaine, enceinte jusqu'au ventre, se tenait debout à une dizaine de mètres, près d'un kiosque fermé. Elle portait une grosse valise rigide noire à la main et sur son visage se lisait une tension à peine dissimulée. Ses yeux faisaient des allers-retours rapides autour d'elle, comme si elle cherchait une issue ou guettait un signal. Elle n'était pas encore en fuite, mais son corps parlait pour elle. Un langage corporel que Frédéric, en vétéran des situations critiques, connaissait trop bien. Une montée d'adrénaline foudroya son système nerveux. Tout en posant une main calme mais ferme sur la tête de Max pour le canaliser, il s'avança lentement, d'un pas ferme. La foule autour, d'abord indifférente, commençait à ralentir, certains passants s'arrêtant même pour observer la scène. L'atmosphère se chargeait d'une tension sourde, presque électrique. Arrivé à une distance raisonnable, Frédéric leva la voix, sans crier, mais avec toute l'autorité que des années de terrain avaient déforgée. « Madame, posez la valise et levez les mains s'il vous plaît. » La femme fit brusquement demi-tour, ses talons claquant contre le béton du sol humide, et tenta de fuir, paniquée, son regard affolé balayant les alentours à la recherche d'une issue. Son souffle s'accélérait, rauque et court, tandis qu'elle s'élançait vers la sortie du bâtiment. Mais elle n'eut pas le temps de faire 3 pas. 2 agents surgirent de l'ombre, comme s'ils attendaient précisément ce moment et lui bloquèrent le passage d'un geste net. Leurs visages étaient figés, leurs regards durs, sans la moindre trace d'hésitation. La femme recula d'un pas, puis d'un autre, coincée entre ces hommes et le mur glacé du hangar. Dans sa précipitation, un de ses sacs lui échappa des mains. Il tomba lourdement au sol, s'ouvrant sous l'impact, dans un bruit sourd. De son contenu épars, une boîte métallique glissa hors de la toile. Elle roula sur quelques centimètres, émettant un cliquetis aigu avant de s'immobiliser sur le flanc. Elle n'était pas plus grande qu'un pain de sucre, mais sa surface était couverte de symboles gravés, inconnus et des raflures récentes. Plusieurs fils en jaillissaient, emmêlés comme des racines nerveuses, certaines extrémités étant dénudées, d'autres reliées à de petits composants noirs et rouges. Le silence se fit pendant une fraction de seconde, tendu comme un fil prêt à rompre. Frédéric, resté en retrait jusque-là, s'avança d'un pas lourd. Son regard passa de la femme figée à l'objet au sol, puis à nouveau à elle. Quelque chose en lui changea, ses traits se durcirent, sa voix se fit tranchant, presque violente. « Qui vous a donné ça ?» hurla-t-il, sa voix résonnant contre les murs nus du hangar comme un coup de tonnerre. La boîte émit soudain un sifflement strident, aigu, presque douloureux, comme un cri métallique venu d'un autre monde. Tous sursautèrent. L'instant sembla suspendu. Un des agents porta instinctivement la main à son arme, prêt à intervenir, mais aucun mouvement hostile ne suivit. Lentement, sous les yeux tendus de tous, le couvercle de la boîte se déverrouilla dans un déclic sec, puis se souleva par lui-même comme mu par une mécanique interne, ancienne et capricieuse. À l'intérieur, bien calé dans un support en mousse grise, reposaient plusieurs fioles de verre très fins. Leur transparence parfaite laissait entrevoir un liquide limpide, presque irréel, qui semblait luire faiblement sous la lumière blafarde du hangar.
Chaque fiole était scellée par un bouchon noir et marquée d'un petit symbole en forme de spirale, suivi d'un code incompréhensible. Un silence épais suivit l'ouverture, aussi tendu qu'un fil de rasoir. Puis l'un des agents, fronçant les sourcils, se pencha et attrapa l'étiquette collée à l'intérieur du couvercle. Il lut à haute voix, d'une voix lente, comme s'il craignait que les mots eux-mêmes déclenchent une catastrophe. Propriété du laboratoire biologique de Minsk. Ne pas exposer à la lumière directe. Transport sécurisé requis. Numéro de série BZ 1476C. Il s'interrompit, jetant un regard grave à Frédéric, qui n'avait pas quitté la boîte des yeux. La tension monta d'un cran. Le liquide semblait vibrer doucement, comme s'il réagissait à l'atmosphère, au silence, à la peur. La femme, jusque-là figée, se remit soudain à hurler, sa voix rauque, brisée par l'urgence. « Ce n'est pas une bombe, ce n'est pas une bombe, c'est un antidote !» Son cri éclata dans l'espace comme un éclair, brisant l'immobilité. Elle fit un pas vers la boîte, les bras levés, désespérée. Frédéric n'hésita pas une seconde. Dès que la femme prononça le mot contaminé, il dégaina son toki et aboya un ordre bref, sa voix trahissant une tension maîtrisée de justesse. « Équipe de sécurité, activez le protocole NRBC immédiatement. Je veux un confinement total de la zone. Personne ne sort, personne n'entre, c'est un ordre. » À peine eut-il relâché le bouton qu'une alarme sourde se déclencha dans le terminal. Des lumières rouges clignotèrent le long des murs, projetant sur les visages des éclats écarlates et mouvants. Des volets métalliques commencèrent à descendre lentement sur les accès principaux, verrouillant le bâtiment section par section. Mais au même instant, un mouvement discret attira l'attention de Frédéric. À la périphérie de la zone éclairée, près d'un escalier d'évacuation, une silhouette venait de se détacher de l'ombre. Un homme, vêtu d'un long manteau sombre, le visage dissimulé derrière un masque filtrant, observait la scène depuis plusieurs minutes. Il avait tout vu. Quand il comprit qu'il avait été repéré, l'homme fit volte-face et s'élança dans le couloir adjacent sans demander son reste. « Là !» cria Frédéric. « Max, avec moi ?» Sans attendre de réponse, il s'élança à la poursuite de la silhouette masquée, Max sur ses talons. Leurs pas résonnaient dans les couloirs métalliques du terminal désert, frappant le sol avec une cadence rapide, syncopée par l'écho. L'homme fuyait avec agilité, contournant des chariots de bagages renversés, bondissant au-dessus de caisses, empruntant des passages de service étroits. Ils dévalèrent un escalier en colimaçon, glissèrent dans un couloir obscur, frôlèrent des portes de maintenance. L'homme les devançait toujours, rapide comme une ombre. Par moments, il se retournait brièvement, sans ralentir, comme pour vérifier s'il était toujours suivi. Mais jamais il ne s'arrêtait. Son masque cachait ses traits, mais ses gestes trahissaient une précision, une discipline presque militaire. Frédéric sentit l'adrénaline lui mordre les veines. Ce n'était pas une fuite ordinaire. Ce type savait exactement ce qu'il faisait. Et ce qu'il fuyait valait probablement plus que leur simple méfiance. Au bout du couloir, une porte de secours se referma brusquement. Frédéric accéléra encore, poussé par un instinct plus fort que la peur. Ils le capturèrent enfin près d'un accès interdit, à la lisière du terminal, là où les couloirs perdaient toute signalisation, où la peinture s'effritait sur les murs et où la lumière vacillait comme une respiration mourante. L'homme venait de forcer un sas de service, mais une seconde d'hésitation, un cliquetis mal maîtrisé, permit à Frédéric de fondre sur lui. Il le plaqua contre le mur, ses bras tordus derrière le dos, son masque heurtant la surface froide avec un bruit sec. Il ne résista pas. Au contraire, son corps semblait se détendre, comme s'il avait anticipé cet instant depuis le début. Frédéric, haletant, fixa son visage dissimulé par le masque à filtre noir. Il allait exiger des explications, des noms, des motifs. Mais l'homme le devança. Sa voix, étouffée mais distincte, s'éleva avec une étrange sérénité, comme une sentence qui tombait. « Vous ne comprenez pas, agent Deslis ? Le vrai colis est déjà ailleurs. » Le silence qui suivit fut brutal. Frédéric blêmit. Une sueur froide lui coula le long de la nuque. Il recula d'un pas comme frappé en plein thorax. Mais Frédéric ne répondit pas. Son regard restait figé sur l'homme dont les yeux, à travers les verres teintés du masque, semblaient le scruter avec une acuité glaçante. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une simple opération de contrebande biologique, c'était une mise en scène. Et lui, Frédéric Deslis, venait de se découvrir acteur involontaire dans un jeu bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Il serra les poings, tentant de reprendre le contrôle. « Qu'est-ce que vous avez dit ? Quel colis ? Où ?» L'homme ne répondit pas tout de suite. Un sourire imperceptible, presque triste, se dessina sous son masque. Puis il ajouta, d'une voix plus grave, « Ce que vous protégez ici n'est qu'un leurre. Pendant que vous jouiez au héros, ils l'ont déjà déplacé, il y a 10 minutes, via la piste nord, vol fantôme, aucun plan de vol, aucun transpondeur. » Frédéric sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le talkie grésilla brusquement à la ceinture de Frédéric, interrompant le silence glacé qui venait de s'installer après les révélations de l'homme masqué. « Délice, ici poste 3, urgence médicale, la femme enceinte vient de faire un malaise. On a besoin de vous, tout de suite. » Le cœur de Frédéric rata un battement.
Sans un mot, il tourna brusquement les talons, fonçant dans le couloir comme un coup de vent. Max le suivit aussitôt, galopant à ses côtés avec un grognement inquiet, oreilles dressées, muscles tendus. Ils filèrent à travers le terminal, leurs pas résonnant dans l'espace confiné comme une batterie de tambours enragés. Les couloirs semblaient s'étirer à l'infini. Les lumières rouges du confinement clignotant toujours, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Frédéric évitait les chariots, glissait dans les virages, traversait les sas de sécurité sans ralentir. Dans sa poitrine, un poids étrange se formait, mélange d'angoisse et de culpabilité. Lorsqu'ils atteignirent la zone de confinement principale, 2 agents s'étaient déjà agenouillés autour de la femme. Frédéric les écarta sans ménagement. Elle était étendue au sol, le visage crispé. Trempée de sueur, ses mains agrippant le vide comme si elle cherchait à s'accrocher à quelque chose. Son ventre se soulevait par à-coups, spasmodique. Ses jambes convulsaient, frappant le sol dans un rythme désordonné. Une écume blanche perlait à la commissure de ses lèvres. Frédéric se pencha sur elle, tentant de l'immobiliser sans lui faire mal. Il vit alors, juste sous la manche de son manteau, une minuscule piqûre à peine visible, rouge violacée, entourée d'un léger gonflement. Empoisonnement ou injection? Merde! Il saisit son oreillette et hurla. « Prélevez les fioles immédiatement. On doit vérifier si l'un des antidotes peut encore fonctionner. Et sécuriser les lieux, quelqu'un a pu lui faire ça pendant notre poursuite. » Les agents s'activèrent. Max s'était posté près de la porte, grognant vers l'ombre du couloir. Frédéric regarda la femme dont les convulsions ralentissaient, mais dont le regard devenait flou, comme si elle s'éloignait peu à peu. « Tenez bon » murmura-t-il, le souffle court. « On va vous sortir de là. » Frédéric, les mains tremblantes mais résolues, saisit la petite fiole d'un geste précis. Son regard s'attarde un instant sur la lueur de l'aiguille, puis sur le corps inerte devant lui. La silhouette de la jeune femme, pâle et frêle, gît là. La respiration erratique, suspendue entre la vie et la mort, il n'y a pas de temps à perdre. Sans un mot, il brise le seau de la fiole et prépare la seringue, son esprit en proie à une agitation qu'il ne veut pas laisser transparaître. Chaque mouvement, chaque geste est calculé, pensé comme une danse bien orchestrée entre l'urgence et la précision. Il se penche au-dessus d'elle et d'une main ferme, il insère l'aiguille dans son bras. Le liquide s'écoule lentement, un fluide d'un bleu étrange, presque lumineux, qu'il sait être la dernière chance. Frédéric a souvent fait face à des situations de ce genre, mais jamais avec une telle intensité, une telle urgence. Il se redresse rapidement, observant les changements subtils qui s'opèrent. Au début, rien ne se passe. L'angoisse monte en lui, mais il ne fléchit pas. Il a connu cette attente, ce vide glacé qui précède souvent l'effet de ce médicament expérimental, mais il ne peut se permettre de céder à la panique. Quelques secondes s'étirent comme une éternité avant que, lentement, les tremblements de la jeune femme commencent à s'estomper. Ses paupières, qui semblaient scellées par une brume irréelle, frémissent. Puis, un léger souffle, un murmure à peine audible. Elle reprend conscience, lentement, comme si elle émergeait d'un abîme profond et lointain. Frédéric laisse échapper un soupir. Son corps se détend légèrement. Mais au fond de lui, quelque chose ne va pas. Oui, il a sauvé une vie. Mais à quel prix? Il se redresse, observant les signes de la jeune femme qui se réveille peu à peu. Elle cligne des yeux, confuse, puis fixe son regard sur lui. Elle ne sait pas ce qui vient de se passer et elle ne le saura probablement jamais. Elle ne se souviendra pas de l'agonie de ses tremblements ni de la douleur qu'elle a ressentie avant de sombrer dans l'inconscience. Le doute s'immisce dans l'esprit de Frédéric. Chaque geste qu'il a fait, chaque décision prise, a été dicté par un instinct de survie. Mais à quel coût? Cette fiole, ce médicament, ces substances qu'il a manipulées, qu'il a administrées. Il sait que les recherches qu'il mène ne sont pas sans risque. Il connaît les effets secondaires, les possibles dérives. Ce médicament, censé réparer ce qui est brisé, est-il vraiment la solution? Ou n'est-il qu'un pansement sur une plaie béante qu'il refuse de regarder en face? Il observe la jeune femme qui reprend peu à peu ses esprits, son regard, cette lueur de vie qui revient lentement dans ses yeux. Il sait qu'il a agi correctement, qu'il a sauvé une vie. Mais l'amertume de l'incertitude le ronge. Les questions affluent. Et si cette vie qu'il vient de sauver n'était qu'un début d'une nouvelle ère, d'une ère de conséquences imprévues, d'un monde qu'il a contribué à créer sans vraiment en mesurer l'impact? Les battements de son cœur résonnent dans ses oreilles. Il ferme les yeux un instant, se demandant si, dans sa quête pour réparer l'irréparable, il n'a pas fait une erreur fatale. Mais pour l'instant, il ne peut que regarder la jeune femme qui, lentement, se redresse. Il a sauvé une vie. Mais à quel prix? Alors qu'il relève la tête, son regard s'attarde sur la silhouette de la jeune femme qui commence à se redresser, ses mains cherchant encore un peu de stabilité. Frédéric, pourtant concentré sur sa mission, ne peut s'empêcher de ressentir une lourde pression pesant sur ses épaules. Ce n'est pas seulement la fragilité de la situation qui le rend nerveux, mais aussi un pressentiment qu'il peine à chasser.
un malaise diffus qui s'immisce dans chaque fibre de son être, comme un signal invisible qui ne demande qu'à éclater au grand jour. Soudain, un bruit électrique brise le silence qui s'était installé dans la pièce, un crachotement venant de la radio qu'il a laissée sur la table, juste à côté de lui. Frédéric se fige, son cœur ratant un battement. Il se tourne vivement vers l'appareil, la tension palpable dans chaque muscle de son corps. La voix, profonde et mystérieuse, émerge des interférences. L'homme masqué, il a disparu. Frédéric reste immobile, un frisson glacial lui remontant le long de la colonne vertébrale. Il avait espéré, naïvement peut-être, qu'il aurait un peu plus de temps, que les choses seraient maîtrisables. Mais l'entité qu'il traque depuis des mois, cet homme masqué dont il connaît si peu, vient de franchir un nouveau seuil. Il se redresse d'un coup, les mots de la voix résonnant dans son esprit comme une cloche annonçant une catastrophe imminente. Ce n'était que le début. La réalité, aussi froide et nette qu'un coup près, le frappe en pleine face. L'homme masqué, ce fantôme qui semble évoluer dans les ténèbres, n'a pas été capturé. Il a disparu. Comme s'il n'avait jamais existé, comme si chaque indice qu'ils avaient retrouvé n'était qu'un mirage, l'angoisse s'insinue dans ses pensées, le noyant sous un flot de questions sans réponse. Comment a-t-il pu échapper à la surveillance? Quelles étaient ses véritables intentions? Et surtout, pourquoi Frédéric n'arrive-t-il pas à secouer cette sensation de déjà-vu, cette impression de jouer un rôle qu'il n'a pas choisi, dans un jeu dont il ignore les règles? Il jette un dernier regard à la jeune femme qui, bien que visiblement encore secouée, commence à reprendre ses esprits. Un autre problème à gérer, mais celui-ci peut attendre. L'urgence est ailleurs. Son regard se pose de nouveau sur la radio, la voix s'est tue, mais le message est clair, l'homme qu'il cherche a disparu. Ce n'était que le début, et le chemin devant lui promet d'être semé d'embûches bien plus grandes que ce qu'il aurait pu imaginer. Quelqu'un quelque part me tirait encore les ficelles. Frédéric le savait, cette vérité brûlait en lui comme une braise, une certitude glacée qu'il ne pouvait ignorer. Les événements des dernières heures n'étaient que des maillons d'une chaîne bien plus complexe, une chaîne dont il n'avait entre les mains qu'une fraction infime des maillons. Il avait vu de ses propres yeux les effets de l'antidote, une solution qui, bien qu'efficace, n'était qu'un avant-goût de ce qui allait venir. Ce n'était qu'une mise en bouche, une illusion de contrôle, un fragile filet tendu sur un gouffre abyssal. Il se tenait dans la pénombre de la pièce, les mains moites, le visage marqué par des heures de réflexion intense. L'air, presque irrespirable, semblait peser sur lui. Chaque respiration était lourde comme si l'atmosphère elle-même voulait l'étouffer. La jeune femme qu'il venait de sauver était désormais sur pied. Mais ses yeux trahissaient une confusion, une peur latente qui ne cessait de grandir. Elle ne comprenait pas encore l'ampleur de ce qui se jouait. Elle croyait que sa survie était un acte de grâce, mais pour Frédéric, c'était bien plus. Il savait que ce qu'il venait de faire n'était qu'une petite pièce dans un puzzle où le danger, lui, se dessinait lentement mais sûrement. Frédéric n'avait pas le luxe du temps pour se laisser submerger par l'angoisse. Non, il devait penser à la suite, à ce qui viendrait après. L'antidote avait agi, il avait sauvé une vie. Mais ce qu'il ressentait dans son âme, c'était l'écho d'un combat qui n'était pas fini. L'homme masqué, qui avait échappé à leurs mains, était une figure centrale dans cette histoire. Mais derrière lui, dans les ombres de cette lutte, se cachait quelque chose de bien plus vaste. Quelque chose qu'il ne comprenait pas encore pleinement, mais qu'il sentait se resserrer autour de lui comme un piège invisible. Il ferma les yeux un instant, se concentrant, il revoyait les indices qui s'étaient accumulés au fil du temps, des éléments qui n'avaient pris sens que rétrospectivement. Chaque mouvement de l'homme masqué, chaque manipulation, chaque disparition semblait orchestrée par une main invisible. Mais qui était cette main? Et surtout, pourquoi Frédéric avait-il cette désagréable sensation que tout était déjà écrit, comme si tout cela ne se déroulait que selon un plan auquel il n'avait jamais été destiné à participer? Et pourtant, il se trouvait là, au centre de ce tourbillon, pris dans un réseau de fils invisibles qui s'emmêlaient autour de lui, le contraignant à avancer, à jouer ce jeu macabre. Il savait que l'antidote n'était qu'une mise en scène, un test. Quelqu'un, quelque part, l'observait, surveillait ses moindres gestes. L'antidote, ce mélange chimique qu'il avait administré, ne résolvait rien. Il n'était qu'un simulacre de solution, un prélude à un chaos plus grand. Les hommes de l'ombre qu'il avait poussés dans cette direction ne se contenteraient pas de petites victoires. Non, Frédéric allait devoir affronter une menace bien plus grande, bien plus insidieuse. Un ennemi qui, bien qu'encore invisible, se déployait à une échelle qu'il n'avait pas anticipée. Les vies qu'il croyait pouvoir sauver n'étaient que des pions dans un jeu dont les règles étaient constamment redéfinies. Une sueur froide perla sur son front alors qu'il réalisait l'étendue du défi qui l'attendait. Il allait devoir s'armer de plus que de simples antidotes et stratégies. Il allait devoir se battre contre un ennemi dont il ne connaissait même pas le visage. L'antidote, oui, n'avait été qu'une première épreuve. La véritable bataille ne faisait que commencer.
Mais une chose était certaine, Frédéric ne pourrait pas la mener seul. Il allait devoir se battre contre des forces qu'il ne contrôlait pas, des forces invisibles qui manipulaient les fils du destin et tout cela sous son nez, sans qu'il n'en ait conscience avant qu'il ne soit trop tard. À cet instant précis, il comprit une chose essentielle. Il était à la croisée des chemins. La menace qu'il allait devoir affronter ne serait pas simple, et la route qu'il emprunterait, semée d'embûches, pourrait bien le changer à jamais. Mais peu importe, il n'avait plus de choix. Il était déjà trop loin pour reculer. Et désormais, il n'avait qu'une seule obsession, détruire les ficelles avant qu'elles ne l'étranglent.